Bonsoir, M. Blanchet. Bien le bonsoir. C'est un bilan plutôt sévère que vous faites au Bloc québécois de cette session qui se termine. Vous parlez d'un choc des valeurs Ottawa-Québec. Qu'est-ce que vous entendez par un choc des valeurs entre les deux paliers de gouvernement? Les Canadiens ont élu un gouvernement minoritaire libéral et le troisième groupe d'opposition, donc ceux qui ont le moins de sièges, c'est le NPD, mais ils se sont mis ensemble et se sont fabriqués une espèce de fausse majorité. Et dès que ça a été construit, les prises de position fédérales qui définissaient une trajectoire de collision frontale avec Québec se sont multipliées, que ce soit sur des affirmations de plus en plus intempestives sur la langue. La loi sur les langues officielles va offrir expressément aux entreprises sous juridiction fédérale de ne pas appliquer la Charte de la langue française avec une alternative un peu bidon, on va se le dire, que ce soit des nominations de postes de très haut niveau unilingue anglophone ou parlant une langue qui n'est pas le français comme langue seconde, que ce soit la volonté affirmée sans complexe d'aller jusqu'à la Cour suprême pour aller contre le renforcement de la loi 101, que ce soit en matière de laïcité avec la prière, on garde une prière demandant à Dieu de protéger la monarchie plutôt qu'un moment de recueillement dont chacun aurait bien fait ce qu'elle ou il aurait voulu faire, ou une contestation jusqu'en Cour suprême de la loi sur la laïcité, les refus des demandes en immigration, les refus des transferts en santé sans conditions centralisatrice d'Ottawa. À peu près tous les dossiers ont mené à des affrontements, plus cette espèce d'attrape-nigo, là. On va ajouter ou on va préserver un siège à 78 au Québec, sachant très bien que les autres provinces vont voir leur nombre de sièges augmenter et que le Québec va continuer à perdre du poids à la Chambre des communes. Ce que vous appelez donc un choc des valeurs entre les deux paliers de gouvernement. Vous avez aussi dénoncé au Bloc ce que vous appelez l'ineptie du gouvernement Trudeau dans la gestion de base des affaires de l'État. Qu'est-ce que vous reprochez au gouvernement au juste? Je mentionnerai deux choses ici. D'une part, bon, évidemment, il y a l'actuelle crise épouvantable pour les passeports. Pendant que le premier ministre a l'air, avec une insouciance troublante, de faire sa vie normale, de voyager. Évidemment, pour lui, les enjeux de visa, puis de passeport, puis d'avion, ça n'existe pas. De budget non plus, ça n'existe pas. Les contribuables payent tout ça. Le gros avion, puis tout le monde qui est dedans. Le contribuable normal est en ligne avec une supervision policière, un système de sécurité qui sort les journalistes des lieux où les gens sont en ligne. Il va payer une amende de retard dont il n'est pas responsable puisque le retard est dû au gouvernement et il risque de se faire dire qu'il n'y aura pas son passeport pareil. C'est des gens qui ont économisé pour leur voyage de vacances, voyage pour retrouver leur famille, un peu des deux, et qui vivent une anxiété qui n'a pas de bon sens, plus ceux qui vont prendre des faux billets d'avion, qui vont prendre des billets qui peuvent revendre. Il y a plein de manœuvres et des mensonges grossiers. Le gouvernement savait que ses cibles en matière d'émissions de gaz à effet de serre ne pouvaient pas être atteintes. Ses propres experts le lui avaient indiqué sans équivoque que la séquestration, ça ne marche pas. Ils nous ont affirmé le contraire en toute connaissance de cause. Ils ont prétendu que c'est les corps policiers qui avaient demandé l'application de la loi sur les mesures d'urgence lors des manifestations de camionneurs. On sait très bien aujourd'hui que c'est faux. Il y a plein d'éléments de gouvernance, de principes qui sont très douteux. Je vais revenir avec vous sur la crise des passeports parce qu'on sait que c'est le Québec qui est davantage affecté. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, au Bloc, pour régler ce problème? Tu prends un pas de recul. D'abord, tu planifies. Si tu n'as pas besoin de planification, tu n'as pas besoin de ministre. Les fonctionnaires sont capables au quotidien de faire leur travail. Donc, tu vois venir. Tu sais que le passeport de 10 ans a 10 ans. Donc, tu as une vague de demandes. Tu sais que pendant la pandémie, les gens n'ont pas demandé de passeport, ils ne pouvaient pas voyager. Donc, il y a une augmentation de la demande au lendemain de la pandémie ou pendant que la pandémie s'estompe et qu'on peut de nouveau voyager. Il y a une planification qui a dû être faite et qui nous met devant le constat que c'est dur aujourd'hui d'avoir des solutions immédiates. On a proposé celle de garder les bureaux ouverts, simplement, toutes les fins de semaine, complètement ouverts, pas un petit peu ouverts, ou pas juste au téléphone, ou pas juste avec un système de numérotation pour réduire les attentes. Le système de numéros aurait théoriquement pu être une bonne idée. Ça n'a pas pris 2 heures que le chaos était pire qu'avant d'instaurer le système des numéros, alors qu'il fallait trouver une façon d'identifier les gens dont c'est le plus urgent et de leur donner en effet des rendez-vous en séquence rapide pour être capable de procéder. Déplacer des fonctionnaires. Là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait quelque chose qu'on a dit correct au début, envoyer des gens vers les bureaux de circonscription parce que les bureaux de circonscription ont des canaux plus rapides vers le ministère. En fait, ce que vous nous dites,
Ce que vous nous dites, il fallait... Est-ce que ça, les appels de monde en colère puis en panique, là? Donc, ce que vous nous dites, c'est qu'il aurait fallu finalement accélérer le processus. Il fallait un peu plus vite. M. Blanchette, cette session qui se termine a été marquée d'abord et avant tout par cette alliance entre les libéraux et le NPD au mois de mars pour maintenir donc le gouvernement Trudeau au pouvoir jusqu'en 2025. Vous en parliez il y a un instant d'entrée de jeu. On a eu le sentiment que le Bloc québécois avait été le grand perdant de cette entente. Que vous aviez perdu finalement de votre influence, le Bloc aux communes. Quel bilan vous en faites? J'ai eu cette question-là de nombreuses reprises. Je vais vous dire le contraire. Le Bloc québécois ne peut pas perdre. Le Bloc québécois a 2 mandats possibles. Le premier, porter, faire valoir, défendre les intérêts du Québec. Le nombre de choses qu'on a fait changer en comité ici et là, c'est vraiment important. Les députés ont fait une bonne job. Nonobstant ça, imaginons qu'on a perdu de l'influence dans les décisions du Parlement. Le Bloc québécois a aussi comme mandat de démontrer que le Québec n'a pas sa place dans cette fédération-là et que dès qu'il y a un gouvernement majoritaire, vraie ou fausse majorité, on commence à piétiner les intérêts du Québec, à ne pas respecter la volonté du Québec, à imposer une centralisation à Québec. Et ça, vous savez, cette démonstration-là, ça fait aussi partie du mandat du Bloc parce qu'on pense que les Québécois doivent donner suite à leur élection sur une éventuelle souveraineté. Bon. Alors, le gouvernement, présentement, nous aide. Bon, vous parliez de l'ineptie du gouvernement. Il y a eu quand même des résultats concrets au cours de cette session, entre autres le projet de loi C11 sur la radiodiffusion qui a finalement été adopté cette semaine aux communes. Avec l'appui du Bloc québécois, quel est le plus gros gain pour le Québec dans ce projet de loi C11? Il y a plusieurs éléments. Le Bloc québécois s'est fait demander par l'industrie de la culture qui avait une relation assez étroite avec Martin Champoux et que moi je connais pour y avoir œuvré pendant près de 20 ans, un certain nombre de choses, de protection, de découvrabilité, des enjeux qui étaient importants. Et dans la dernière mouture de C11, à la dernière législature, c'est le Bloc québécois qui a amené tous les changements dans la loi sur la radiodiffusion, lesquels changements, tant mieux, ont été gardés par le gouvernement dans cette version-ci qui s'appelle, c'est sexy, C11. Donc, l'essentiel du travail d'amélioration selon les demandes de l'industrie québécoise, ça a été fait par le Bloc québécois. Évidemment, on a voté pour et évidemment, on est content que le ministre ait maintenu dans cette loi-là des demandes qui étaient venues à la fois du Bloc québécois et du milieu des arts québécois. Je veux vous entendre sur les élections qui s'en viennent au Québec cet automne. On sait qu'au Bloc, vous faites le porte-parole à Ottawa des consensus de l'Assemblée nationale, notamment sur les enjeux identitaires. Est-ce que le Bloc va appuyer la CAQ ou le PQ dans cette élection? Le Bloc québécois va appuyer le PQ, ce qui ne veut pas dire que, par exemple, on soit hostile à la loi 96. On pense que ça va passer loin, notamment sur le cégep en français ou les municipalités. Ça ne veut pas dire qu'on ne soutiendra pas des initiatives de la Coalition Avenir Québec en matière de laïcité. Il reste que la grande lacune de la situation du gouvernement québécois actuel, c'est qu'il n'y a pas de levier de négociation. Il peut dire au gouvernement fédéral, je veux ceci, je demande cela, je vous interdis de faire cette autre chose. Sinon, rien du tout. Sinon, rien du tout, parce qu'il n'y a pas de levier, parce que traditionnellement, et ça fait des décennies que c'est comme ça, il y a un mouvement indépendantiste fort à l'Assemblée nationale du Québec. Et si les libéraux ou le fédéral ne veut pas se trouver en confrontation avec une progression des votes ou des intentions de vote pour les indépendantistes, il est obligé d'avoir une certaine écoute. Alors, M. Legault a un peu renoncé à ce levier et je pense que la meilleure chose qui puisse arriver au possible, on va se le dire, gouvernement de M. Legault à partir de l'automne prochain, c'est une opposition résolument indépendantiste forte qui lui redonnera un levier face à Ottawa, parce que pour l'instant, Ottawa ne respecte pas l'Assemblée nationale du Québec. Il nous reste 30 secondes. On sait que le PQ se trouve actuellement à un creux historique dans les sondages. Certains observateurs prédisent que cette élection, ça va marquer la mort du Parti québécois. Qu'est-ce que vous en pensez? On n'arrête pas de dire ça. Moi, j'ai commencé à militer en politique en 1987. Le Parti québécois était à peine à plus que 20 dans les intentions de vote et c'était un système très, très bipartite. Donc, c'était la mort du Parti québécois. Quelques années plus tard, on avait un référendum à 50 des intentions de vote pour le oui avec Jacques Parizeau. Alors, les annonces de mort semblent être davantage des souhaits que des prédictions dans un certain nombre de cas. Alors, la suite au mois d'octobre au Québec. Yves-François Blanchette, chef du Bloc québécois, merci et bonne saison estivale à vous et au plaisir de vous reparler à l'automne. Merci beaucoup. Merci bien. Merci, au revoir.